Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 13 de la saison 3 de Dans le Mille. Comme d'habitude, je suis accompagné de Jules. Comment ça va, Jules? Ben, ça va très bien. On est back après 2 semaines et Ouais, il y a eu du stock qui s'est passé en quantité industrielle, on dirait. Là. C'est comme si toutes les ligues sportives qui sont pas en série s'activent sur le marché des transactions. Donc, il y a plein de choses à parler. c'est ça. Écoute, on manquera pas de sujets pour les semaines à venir. Avant qu'on rentre dans nos partenaires, je pense que tu voulais nous donner des petites bonnes nouvelles pour les fans du Canadien. Ben, regardez, en ce moment, je pense qu'il y a, depuis qu'on a eu le podcast et qu'on disait qu'on pensait que le Canadien, ça pouvait être soutenu. On avait clairement tort parce que Ouais. ça n'était pas soutenable et bon, il y a des blessures qui font que euh, l'équipe performe moins bien, mais il faut quand même une bonne nouvelle là, parmi tant de mauvaises en ce moment. Ivan Demidov, donc le prochain Guy Lafleur, mais russe. Euh, en fait, ben, aujourd'hui, il a battu un record U20 en KHL. Donc, c'est le joueur avec le plus de points dans une saison âgé de moins de 20 ans. Donc, il a juste 19 ans. Juste avant, ben, c'était Kirill Kaprizov. Donc, on s'entend que c'est pas un pied de céleri, comme diraient certains, qui avait ce record-là. En termes de points par match, par exemple, c'est toujours Matvei Michkov et Kirill Kaprizov là, qui sont les meneurs là, à 0,86 environ points par match. Mais ce qui est intéressant de considérer, c'est que Demidov, lui, il lui reste quelques matchs encore dans la saison là, avant de pouvoir vraiment que ça soit fini. Donc, les chances qu'il continue à augmenter son pourcentage de points sont quand même très grandes et je pense qu'il pourrait finir avec le meilleur pointage en termes de points par match. Après, une autre statistique est intéressante, le plus de points par quelqu'un de moins de 23 ans, et ça, c'était son coéquipier Alexander Nikishin, le défenseur que les Hurricanes attendent impatiemment. Ben, lui, il avait fait 55 points. Donc, est-ce que Demidov peut se rendre à 55 points? Ben, c'est possible, je veux dire, c'est pas statistiquement impossible, mais il faudrait quand même une production impressionnante. Là. Je veux dire, là, Demidov, il est à 43 points. Donc, ça lui ferait environ 12 points de moins que le record de U23. Et il lui reste à peu près 16 matchs. Donc, est-ce qu'on pense qu'il pourrait le faire? Ben, en ce moment, selon la projection, il ferait 57 points. Donc, il le battrait, ce qui serait encore plus impressionnant parce qu'un record U23, c'est plus impressionnant qu'un record U20. Ouais, puis là, écoute, tu as mentionné le nom de Matvei Mishkov, de qui on devrait parler dans pas très long. Vous avez vu dans le titre, ce soir, on vous parle de qui pourrait potentiellement gagner le Calder, selon nous, qui est le Yes. favori. Puis ce soir, écoutez, je vais faire un petit peu comme en fait, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, on vous avait posé la question, est-ce que la lancée du Canadien allait continuer? Maintenant, on a notre réponse, c'est non. Mais ce soir, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de Rantanen à la Caroline? Donc, qui vous pensez qui a gagné la trade? Comment est-ce que vous pensez que ça se déroulait? Surtout que ça se déroule, surtout après avoir vu justement que Rantanen est à 2 points en 4 matchs et nous, on vous donne la réponse, ben, en fait, notre réponse, notre opinion personnelle à la fin. Mais avant de parler de tout ça, je vais faire comme d'habitude, présenter nos deux partenaires. Premièrement, perfoelite.com. Perfoelite.com, c'est le meilleur partenaire pour tout ce qui est entraînement hors glace, sur glace, donc c'est-à-dire préparation mentale, préparation physique, des entraînements vraiment de skills, une équipe incroyable d'entraîneurs, donc que vous soyez parent ou coach, perfoelite.com, allez jeter un œil à ça, on peut difficilement trouver une meilleure équipe de coach autant accessible. Et puis comme d'habitude, eliteprospect.com, le site de statistiques de hockey le plus complet gratuit. Et puis en plus, avec l'abonnement premium, vous avez accès à EP Ringside, donc plein d'analyses encore plus en profondeur, plein d'articles et puis des comparaisons encore plus avancées entre les joueurs, donc des statistiques qui sont encore plus avancées que le site gratuit, qui est déjà tellement incroyable que c'est en dire beaucoup. Fait que, écoutez, sans plus tarder, rentrons dans la viande du podcast, comme j'aime tant dire. Donc, moi et Jules, en fait, on a pris les 4 noms qui étaient sur les lèvres du plus de personnes en parlant de Calder et puis on a fait un semi-ranking. Là, c'est pas autant clair que, admettons, quand on rankait les logos des équipes LPHF, mais on s'amusait un petit peu les mettre en ordre, voir pour nous, à notre opinion, qui était favori, qui était le moins favori des favoris. Hein, ça fait une longue phrase, beaucoup de favoris. Dans ces noms-là, pour gagner le Calder. Et puis écoute, pour nous lancer, Jules, veux-tu nous dire ce serait qui pour toi ton favori, à ton avis, pour gagner le Calder? Ben, je pense que la course est très, très, très serrée.
je pourrais dire entre 3 des 4 que tu as nommés. Mhm. Mais je dois la donner à Macklin Celebrini en date du 4 février. Je pense que tu me demandes ça avant que les Canadiens commencent leur débauche, ce qui vient un peu avec, ce qui concorde en même temps avec l'arrêt de la production offensive de Lane Hudson. Parenthèse, est-ce que Hudson a un peu atteint le plateau énergétique que tout le monde s'attendait à ce qu'il frappe un jour? Peut-être. On s'entend que la NCAA, puis tu sais, McLean Celebrini aussi, là, il jouait dans la même équipe l'année passée. Il joue à peu près max 40 matchs dans une saison, là, à part s'il y a le Bean Pot et tous les autres petits tournois et matchs sur le côté, mais c'est à peu près une quarantaine de matchs. Donc, ça a quand même du sens que là, Hudson, autour de 50 matchs, ça commence à peut-être freiner, mais Celebrini, on dirait que là, bon, il y a eu une blessure, donc lui, il est à 10 matchs de moins, il est à 42 matchs, 37 points, euh, 5 en 5 matchs, et il est au-dessus de 17 minutes par match dans tous les matchs, ou presque, là. Je veux pas faire une généralité, mais de ce que je me rappelle, c'est au-dessus de 17 minutes. Puis quand il joue moins de 17 minutes, c'est parce que son match, mettons, ils ont gagné 6-1, je pense, contre Détroit. Celebrini, à un moment donné, on le relaxe parce que c'est comme un peu la star de l'équipe. Et là, en plus, avec Granlund Mhm. d'échanger, je veux dire, c'est là le joueur offensif. Oui, Smith s'en vient, il est en train de commencer à prouver qu'il a sa place dans la Ligue nationale dès cette saison, mais Celebrini, bon, c'est un joueur des deux sens de la rondelle. Je pourrais dire défensivement et offensivement, il est utile. Il gagne des mises en jeu. Euh, il joue des grosses minutes. Il affronte les meilleurs trios adverses. En ce moment, je vois pas. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est tough là, parce que dans ton évaluation du Calder, il faut aussi que tu prennes en compte c'est qui l'évalue. Puis, à chaque année, c'est sûr que la NHL puis les gens qui votent vont favoriser peut-être le premier choix de l'année d'avant parce que c'est un peu la logique là, d'aller chercher le choix qui a été le numéro un au lieu d'aller chercher le 62e choix il y a 2 ans. Mais en ce moment, je dois le donner à Celebrini. Je veux dire, sa production offensive est là et en plus, il y a une responsabilité défensive. Je m'attendais à ce que Celebrini soit bon cette saison. Pas à ce point-là. Euh, et là, en ce moment même, il est dans des conversations qui seraient peut-être meilleures que Connor Bedard, puis je peux pas nier ça. Puis je veux dire, moi, ça fait 3 ans là, que j'avais commencé à entendre parler de Macklin Celebrini, puis je me disais, OK, il va être bon, mais on avait Connor Bedard et Matvei Michkov 1 an avant, fait qu'il y avait comme un peu de l'ombre sur Celebrini, puis là, ben, force est d'admettre que ce joueur-là, ben, c'est un peu comme c'est le plus proche de Crosby là, qu'on pourrait genre je veux pas le mettre dans cette catégorie-là tout de suite, mais c'est comme le plus proche là, qui rentre à 18 ans puis qui a un impact autant mature pour son équipe euh, et qui fait preuve que le rebuild de San Jose va être beau et ça va être peut-être très beau longtemps en Californie. Ouais, ben écoute, moi, pour choisir mon top numéro un, c'est ça, moi aussi, j'ai hésité beaucoup entre deux gars, mais c'était pas nécessairement les mêmes que toi. Donc, oui, il y avait McLean Celebrini, parce que McLean Celebrini, comme tu as dit, premier choix de l'année dernière, on parle de 37 points en 42 matchs. Vraiment, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Le centre de rêve pour n'importe Ouais. quelle équipe, et puis, tu sais, qui arrive à San Jose. Puis aussi, tu sais, faut prendre en contexte qu'il y a il y a d'autres noms là-dedans, dont Hudson, dont, en fait, les trois autres noms qui sont dans ces discussions-là sont des joueurs qui ont un petit peu plus d'âge que Celebrini. Je pense que, tu sais, à la fin de la journée, si tu un gars de 18 ans qui met 40 points versus un gars de 23 ans qui met 60 points, ça va quand même être le gars de 23 ans qui va gagner. Mais là, dans une course autant proche que ça, je pense que ça pourrait quand même peser dans l'équation. Le fait que c'est débattablement le meilleur, là, tu sais, beaucoup diraient que c'est le meilleur dans la liste et qu'en plus, il fait tout ça à 18 ans. Moi, pour choisir mon top 2, j'ai vraiment pris en compte qui est-ce qui en ce moment aide le plus son équipe. Puis celui que j'ai mis numéro un, j'ai mis Dustin Wolf des Flames de Calgary. Oui, il y a l'aspect que Wolf, il est petit, il est rapide, ce qui fait être impressionnant, mais je pense pas que, tu sais, quand tu votes pour le Calder, tu prends en compte qui est-ce que il a le rôle le plus difficile. Je pense que tu viens vraiment juger qui a fait le meilleur jeu sur la glace pour sa première saison, pas qui ferait la meilleure histoire. Puis là, Dustin Wolf, moi, pourquoi je mets, c'est que 9-17, c'est, à mon avis, le Mhm. joueur qui a fait passer son équipe, qui a forcé son équipe à être meilleure le plus de tous les joueurs sur cette liste-là. C'est McLean Celebrini a un impact
ultra positif à San José. Il s'est déjà rendu crucial. Il est déjà impliqué des deux côtés de la glace. C'est déjà un leader. On peut pas mettre beaucoup tu sais, on peut pas lui reprocher grand-chose. Mais entre l'impact que lui et Wolf ont eu, je dirais que Wolf, juste dû au fait qu'il est gardien de but, puis c'est la dernière ligne de défense pour les Flames, je pense que son impact overall sur l'équipe est un peu plus grande que celle de Celebrini et c'est pour ça que moi je l'ai mis numéro un. Puis en plus, tu sais, après ça, on peut parler des détails. Ça serait cool d'avoir un gardien de but qui gagne le Calder, d'avoir un gardien de but qui fait seulement 6 pieds, justement, qui met un petit peu, tu sais, mettre un petit peu de pression à Saros. T'es plus le seul petit gardien de but dans la liste. Donc oui, l'histoire serait quand même incroyable si Dustin Wolf gagnait. Puis tu sais, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'un gardien de but a gagné le Calder, mais ça date pas d'hier. Fait que oui, il y a le contexte autour, mais ma décision est quand même basée sur des statistiques, puis le hockey sur la glace, puis la performance des équipes, même si on ne peut pas juste se baser là-dessus. Là. C'est normal que le Calder fasse partie d'une des équipes qui est dans les dernières de la ligue, dont Celebrini à San Jose. Là. Fait que je te laisserai nous pousser dans le qui serait ton 3 et 4. Ben, le dernier, je pense, c'est Steve Mason, puis il n'a pas eu une carrière tant Ouais. fantastique. Moi, je vais te dire, puis là, dans le 3 et 4, je vais parler de Wolf, Mhm. puis je vais te dire pourquoi j'ai pas mis Wolf. Puis je suis très d'accord que ce gars-là, en ce moment, c'est le numéro un de son équipe. Il a des statistiques fantastiques, puis il pousse son équipe à être dans le milieu du classement au lieu d'être dans le bottom 10. Donc, c'est une très bonne chose pour les Canadiens, encore une fois. Mais, puis là, je parle du premier choix de sélection qui est à Montréal, si Calgary finit au-dessus de 16e. Mais moi, je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas mis Calder, puis c'est parce que la définition du Calder, c'est le most outstanding. Contrairement à, mettons, là, puis en fait, je ferai la comparaison avec le trophée Hart, qui ça est le trophée comment dire, qui récompense le joueur qui a été le plus important pour son équipe. Et si le Calder, c'était ça la définition, c'était le rookie qui a aidé le plus son équipe, là, je pourrais complètement me donner un case pour Wolf. Puis Wolf, je pense qu'il fait juste tomber dans une année où est-ce que la course au Calder est juste trop forte. Je pense que pour qu'un gardien gagne le Calder, il ne faut pas qu'il y ait des attaquants ou des défenseurs qui jouent de la manière que Hudson et Celebrini jouent en ce moment. Euh, il faut une année où est-ce que, bon, tu as des joueurs qui sont intéressants. Tu sais, là, mettons, on parle de Stankoven, Michkov. Là, si, mettons, tu enlèves Celebrini, Hudson, Stankoven, Michkov, là, je pourrais vraiment avoir une conversation pourquoi Wolf est numéro un, mais avec Celebrini et Hudson, je trouve que Mais l'impact de Wolf, oui, est intéressant, mais c'est que pour le donner à un goaler, je veux dire, il faudrait qu'il soit encore meilleur que ça. Là. Je veux dire, je le ouais, sais qu'il y a des bonnes stats, mais je pense que c'est pas assez. Là. mais en même temps, moi, tu sais, je répondrais vraiment à cet argument-là en disant qu'est-ce que tu peux demander de plus à un gardien de but dans sa première. Tu sais, Ouais, quand on prend en compte regarde les derniers gros noms de gardiens de but, tu sais, pour si vous savez ça un peu, Spencer Knight a été correct en Ligue nationale quand il a joué un peu, mais tu sais, il a eu besoin d'un peu plus de temps. Tu sais, ça ouais. n'a pas été un impact direct. Sébastien Cossa a dû passer par la ECHL, puis ça, c'est les gros noms. Waldstead, on ne sait pas comment sa première saison en LNH va se passer pour le moment. Askarov. Mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup. Mais Ascara, je pense que tu sais, pourrait être un gars que quand. Je sais pas si combien de matchs il a joué cette saison, là, mais tu sais, si Ça va être jamais. l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Lui, à son année d'éligibilité, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait rentrer dans les numéros. Tu sais, pourrait Ouais. avoir un impact assez rapidement à cause de comment la courbe. Mais tu sais, mon point, là, c'est juste que avoir ces numéros-là, déjà à la base, en étant un jeune gardien de but, c'est incroyable quand on prend en compte la courbe de développement. Tu sais, même un gardien de but Ah ouais, ouais, mais qui aurait joué dans la LNH à 19, 20 ans, juste arriver à 9, 17 à 21 ans, ça a été incroyable. Mais faire ça en ayant dans les années précédentes joué moins de 15 matchs en LNH, moi, c'est juste, tu me parles ben, de outstanding. Moi, je trouve que ça, tu peux difficilement avoir plus outstanding que ça, là, à mon avis. ouais, mais en même temps, je pourrais te dire le même cas pour un Hudson qui est un gars de 20 ans qui débarque, qui a quasiment 40 points, 52 matchs, qui est le défenseur qui était comme quoi, quand depuis qu'il a arrêté de faire des points, c'est sûr que là, c'est moins beau, mais il était rendu comme le sixième défenseur de la Ligue en points. Celebrini, un jeune centre de 18 ans qui vient quasiment un point par match. Tu sais, je pense qu'on peut dire ça pour pas mal ces trois-là. Oui, C'est pour ça que je pense que mon ordre serait Celebrini 1, Hudson 2, Wolf 3. Puis, Wolf, c'est juste que, est-ce qu'on s'y attendait? Moi, je m'y attendais complètement qu'il allait avoir un bon début parce que, je veux dire, 2 ans de suite, le meilleur gardien de la AHL. Puis c'est la première fois que ça arrive parce que d'habitude, les équipes, quand le gardien gagne le meilleur goaler de la AHL, hop, il va dans la LNH. Mais là, il y avait Markstrom, puis il y avait Vladar, puis là, il voulait pas.
trop le pousser, puis là, nanana, puis là, Calgary, ben là, finalement, en ce moment, Wolf il est en train de leur prouver qu'il aurait dû peut-être être le partant depuis 1 an. Donc, c'est ça, je pense pas que c'est un mauvais choix, c'est juste que, tu sais, comme je te dis, si le Calder, la définition, c'était plus la définition du Heart, Wolf, pour moi, serait le gagnant. Mais en ce moment, je dois juste dire que l'outstanding, c'est Celebrini. Puis pour en parler mettons, mes 4 et 5, là, parce que Ah, t'en as 5, toi? 4 et 5 dans le sens que Mitchkov, je pense que ça serait mon numéro 4. Mais bon, est-ce qu'on s'attendait à ce que il y ait une chicane avec Torts cette Ouais. saison? Moi, j'aurais mis beaucoup, beaucoup d'argent qu'il allait avoir au moins une engueulade qu'on allait voir pendant un match. Et ça s'est passé dernièrement, puis je pensais même que ça allait se passer plus tôt. Mais lui, le problème, bon, est-ce que c'est une raison de coaching ou c'est son attitude et son style de jeu? Mais je veux dire, dans les 4 derniers matchs, il y en a 2 de ces matchs-là qui est à moins de 10 minutes de temps de jeu. Il y a 0 points à ces 5 derniers, 34 en 52. Il y avait eu une très, très bonne montée. Puis mon cinquième que je veux parler, puis j'en parle juste parce qu'au début de l'année, c'était dans les odds de betting, là, de paris sportifs, c'était un des premiers, puis c'est Logan Stankoven. Puis je veux dire, là, bon, hier, il a fait une passe ou un but sur la première point de Granlund à Dallas, mais 25 points en 50 matchs, moi, je suis Ouais. extrêmement déçu de lui. L'année passée, il avait fait 14 points en 24 matchs et en série, il avait été complètement dominant, là. Puis je parle pas de dominant pour qu'est-ce qu'il pouvait amener, là. Un joueur qui bouge la puck de cette manière-là, qui a comment dire, le compas vers exactement bien se placer sur la patinoire, je me disais, il va rentrer cette année puis il va démolir tous les rookies et finalement, il est même pas selon moi, il est même pas dans le top 3 là. Ben, tu vois, moi, je l'ai même pas classé, je l'ai même pas mis dans la Mais non, discussion mais moi, je l'ai playoff, classé lui. juste parce que c'était le Ouais. numéro 1 au début de la saison. C'est ça. Mais tu sais, on en parlera aussi. Là, il y avait un autre, le Team Maverick Bourque, on va en Ouais. parler dans pas très longtemps. Là, je l'avais dans les joueurs qu'on couvre. Mais tu sais, c'est ça, c'est dans la liste de gars que justement, grâce à ce qu'ils ont fait l'année dernière, puis ce qu'ils avaient fait dans les autres saisons d'avant, on s'attendait à une entrée explosive, mais que tu sais, justement, maintenant, on regarde ça réalistiquement en février. Tu sais, on s'approche de plus en plus des séries. Puis pour moi, c'est vraiment, tu sais, Mitchkov, même là, lui serait proche d'être rayé de cette section-là. Tu sais, bientôt, Ouais. va être non classé, puis va laisser vraiment Wolf, Hudson et Celebrini, Ouais. dépendamment de leur fin de saison. C'est sûr qu'en ce moment, il y a des Hudsoners, mais tu sais, même Michkov, pour moi, est sur le bord. Même s'il avait joué des 19 minutes tous les soirs, 34 points en 52 matchs, c'est excellent. Là. C'est vraiment, tu sais, je suis sûr que Philadelphie, mis à part le coaching staff, sont ravis de leur sélection, que tout le monde est content de l'apport qu'ils amènent. Défensivement aussi, on le voit statistiquement parlant, être de plus en plus impliqué. Fait que, tu sais, une très belle saison pour Michkov, mais est-ce que c'est assez pour aller voler le Calder à un de ces trois-là ou bien de les dépasser? Je pense vraiment pas. Là. Tu sais, justement, tu parlais du fait outstanding. Je pense que les trois autres noms sur cette liste-là ont vraiment plus un cas pour à quel point est-ce que leur saison est outstanding, super impressionnante, plus que Michkov. Là. Ouais, puis je veux dire, regarde, c'est comme si Mitchkov se faisait Roman Rottenberg, mais dans la Ligue nationale. Puis je veux dire, il est un peu avec le coach le plus difficile Ouais. de ce côté-là. Euh, Fait que, tu sais, je peux pas donner l'argument à Demidov qui a une production qui est quand même, je pense, sous ce qu'on aurait pu attendre de ce gars-là parce que justement, il a joué des matchs à 0 minute, à 4 minutes, à 5 minutes. Donc pour Mitchkov aussi, je dois lui donner. Si Mitchkov avait 8000 chances de jouer, tu sais, dans le sens que, tu sais, puis quand je dis 8000, c'est dans le sens des opportunités, alors que là, clairement, Torch lui donne pas ces opportunités-là en le mettant sur le quatrième trio, par exemple. Ouais. Sûrement qu'il y aurait plus de points, Ouais. euh, mais bon, ça avait déjà droppé avant. Je pense que il va y avoir quelque chose qui va se passer, puis j'en parle dès maintenant parce que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui se passe. Un joueur de ce talent-là, Daniel Brière ne peut pas le laisser partir. Il ne faut Non. pas oublier que Tortorella n'est pas le coach de Brière. Donc, moi, je pense que si Brière doit faire un choix entre son coach ou Matvei Michkov, son choix chouchou, ça va être facile la décision. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois de Michkov. Tu sais, moi, je me rappelle que la comparaison était très proche avec Bedard. Je pense que s'il n'y avait pas eu tout le conflit ukraino-russe, Ça aurait été un et deux, ouais. ça aurait sûrement été 1-2 ou même peut-être 2-1, tu sais, dans le sens inverse. Là. Je veux dire, Michkov, à un certain point, il était vu numéro 1, puis dans certains tournois internationaux, Michkov battait Bédard. Donc,
ça aurait été vraiment intéressant de le voir au dernier championnat, là, du championnat junior 2023. Donc oui, c'est ça, je pense que, tu sais, c'est ça, c'est des rookies. Puis je veux dire, encore une fois, comme je l'ai dit, le dernier gars-là à avoir gagné le rookie, c'était Steve Mason. Puis ce gars-là, il n'est pas fini par avoir une carrière incroyable. Puis on peut revenir dans les années antérieures, là, puis regarder c'est qui les gagnants du Calder. Et ce n'est pas toujours le meilleur joueur Ouais. sur le long terme. Donc en ce moment, on parle de Mitchkov, là on parle, mettons, de Wolf, Hudson, puis Celebrity. Il peut y avoir des choses en maudit qui se passent. Puis que finalement, Celebrity, ben, il top là. Tu sais, je veux dire, regarde, je vais donner un exemple. Matthew Barzal a gagné le Calder Ouais. en 2016, si je ne me trompe pas. À 19 ans, il avait fait 85 points. Est-ce qu'on l'a revu? Tu sais, Ouais. je veux dire, un rookie de 19 ans qui fait 85 points en LNH, tu pouvais te dire qu'il va faire 100 points dans la ligue. Puis à date, il n'a pas fait une saison au-dessus d'un point par match. Ouais, ben écoute, je pense que ça nous amène quand même bien dans le segment d'après, là, parce que pour le commencer, je parlerai de justement Maverick Bourque, qui était un peu à la Stankoven, quelqu'un que dans nos vidéos de début de saison, on parlait dans la discussion de Calder, puis qui finalement, ben écoute, je vais vous expliquer ce qui se passe, mais c'est ça pour expliquer la deuxième section de l'épisode d'aujourd'hui. Rapidement, on va vous présenter quelques rookies. Donc, tu sais, c'est pas des rookies nécessairement qui sont les meilleurs de la ligue. Moi, j'ai pris des noms qui étaient québécois, voir un petit peu comment est-ce que certains nouveaux espoirs québécois rentrent dans la ligue, s'intègrent dans la ligue. Et puis Jules a pris d'autres noms qui sont intéressants, dont c'est un joueur du Canadien. Donc, c'est vraiment juste, on a regardé la liste de jeunes, qui est-ce qui est intéressant, on vous donne quelques stats, présente un petit peu comment sa saison se passe. Donc, on peut appeler ça, c'est un petit recap du début de saison de plusieurs jeunes joueurs dans la LNH. En parlant, je pense que ça fait 4 fois que je dis son nom sans parler de lui, là, donc parlons-en pour vrai. Maverick Bourque de Dallas. Maverick Bourque, pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'attentes? C'est parce que l'année dernière, ça avait été, me semble, le meilleur pointeur de la AHL avec Ouais. 77 points. À mon avis, le meilleur joueur de la AHL, le joueur le plus complet. Maintenant, il arrive à 23 ans. Puis tu sais, à Dallas, avec le début de Stankoven la saison dernière, puis qui même cette année, Stankoven n'est pas dégueulasse, même s'il n'est plus dans la conversation pour le Calder. Puis avec plusieurs noms avant, les fans sont rendus à s'attendre à ce que quand un jeune rentre, ça clique vite. Tu sais, c'est des joueurs qui ont des impacts rapidement sur l'équipe. Donc, je pense que tu sais, le fait que la saison incroyable de Maverick Bourque l'année dernière en AHL, plus cette attente-là chez Dallas, ou même quand un choix de deuxième ronde rentre dans l'équipe, il est incroyable. A mis vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes sur Maverick Bourque. Puis finalement, Maverick Bourque, c'est 14 points en 47 matchs. Joue environ 12 à 13 minutes par match. Donc, tu sais, on le voit plus dans un rôle de bottom six. Pas vraiment de problème avec le jeu physique. Maintenant, euh, Maverick Bourque, tu sais, qu'est-ce qui explique cette production-là? C'est vraiment juste. C'est un joueur qui a beaucoup de temps en zone offensive. Quand on regarde tu sais, les statistiques avancées, il est au-dessus du average pour un joueur qui joue son temps de jeu et dans sa position pour le temps passé en zone offensive. Donc c'est bon. C'est vraiment un joueur qui a des bons fundamentals, donc un très bon jeu off the puck. C'est juste que malheureusement, cette saison, il y a beaucoup de misère à amener la puck au filet. Maintenant, vu qu'il a 23 ans, à voir qu'est-ce que ça. Tu sais, c'est Maverick Bourque, si on le projette comme étant vraiment un top 6 d'impact qui devient un excellent top 6 dans une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley, il faudrait que ça débloque comme soit là, soit l'année prochaine. Tu sais, c'est ça. C'est pas comme quand un joueur de 20 ans fait son entrée, finalement des stats un petit peu décevantes. Admettons à la Slavkovski cette saison, tu te dis pas, OK, il est en train de se rentrer dans un moule de bottom six, puis ça va être ça qui est ça. Maverick Bourque, Mhm. je pense pas qu'on peut tout de suite le compter hors d'un top 6, mais il va falloir que ça clique d'ici la fin de la saison ou bien la saison prochaine parce que sinon c'est vraiment ça qui va devenir. Puis en ce moment, c'est ça qui est, mais il faut quand même lui donner du crédit. Il remplit bien ce rôle-là d'un bottom six. Bon jeu off the puck, garde la puck en zone offensive, versatilité. Donc, tu sais, il est très utile à l'équipe. C'est juste peut-être moins que ce qu'on s'attendait. Ouais, puis c'est déjà une bonne chose, je pense que justement, tu sais, on en parle souvent de trouver son B-game. Tu sais, qu'il y a des joueurs qui sont pas capables de passer du junior à la Ligue américaine, puis ensuite, mettons, là, de faire la transition, parce que c'est une transition qui peut être difficile. Comme tu le dis, tu sais, de passer à être le numéro un de la HL, tu penses que tu arrives dans LNH, puis que le coach va te Ouais. donner des missions offensives, mais non. Il faut que tu trouves une manière d'être un joueur de la Ligue nationale utile à ton équipe, malgré le temps de jeu ou les opportunités de power play et autres. Puis, tu sais, moi, je Comment, trouve que Maverick Bourque. Ouais, vas-y. Martin Saint-Louis il disait, il faut que tu prennes ta chaise, il faut que tu remplisses bien ta chaise, mais que tu joues assez bien pour montrer que tu peux prendre l'autre chaise Je peux prendre d'avant, mais l'autre pas jouer chaise. le Ouais. rôle de l'autre chaise d'avant
parce que sinon tu vas perdre ta chaise en ce moment. Tu sais, vous Ben, comprenez? c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, quand je vais parler du joueur du Canadien, ça va être pas mal ça que je vais vouloir dire. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que Maverick Bourque, je suis déjà content pour lui qu'il soit dans la Ligue nationale. Puis là, que c'est comme il y a un rôle. Puis il devient une valeur. Il y a une valeur ajoutée à avoir Ouais. ce joueur-là dans ton équipe NHL malgré son âge. Tu sais, dans le sens que Mhm. une équipe pourrait juste être bien de l'avoir parce qu'il est capable d'amener ce qu'il amène sur un bottom six. Puis, tu sais, moi, je pense à des gars comme Raphaël Lavoie, à des gars comme, bon, là, on le voit, Jacob Pelletier, tu sais, des joueurs québécois de même. Puis là, je parle des Québécois parce que, bon, on fait un lien facile, là, mais tu sais, des joueurs québécois qui avaient beaucoup de promesses, mais qui n'ont jamais été capables de s'installer dans ce rôle-là de bottom six. Tu sais, je pense qu'avant tout, il faut que tu sois capable de t'installer sur un bottom six. Nick Suzuki a commencé sur un quatrième trio à l'aile de Nate Thompson. Là. Puis Ouais. regardez maintenant où est-ce qu'il est rendu. Euh, Avant de passer aux joueurs du Canadien, parce que je veux garder le suspense, moi, je veux parler de Will Smith. J'en ai parlé tantôt un peu, mais 7 points à ses 6 derniers matchs, malgré un temps de jeu qui est pas mal autour de 15-16 minutes. Et Smith, c'était vraiment une décision au début de la saison qu'on faisait aïe aïe, est-ce que ce gars-là devrait être en HL? Je pense que la NCA, c'était déjà fini pour lui. Je veux dire, faire 71 points en 41 matchs, je pense qu'il n'y a rien à apprendre de plus dans cette ligue-là. Mais c'est ça, au début de la saison, c'était vraiment dur. Là, tu voyais physiquement, il se faisait marteler, il n'y avait plus la confiance, il n'y avait plus le temps, il n'y avait Mhm. plus l'espace. Et là, on est en train de le retrouver. Puis j'ai hâte de voir ce soir, parce que le Canadien joue à 10h30 contre San Jose. J'ai hâte de voir comment il va s'adapter à notre équipe. Mais c'est ça, je pense que là, on peut vraiment voir un peu le. Puis je ne vais pas dire que c'est un monstre à deux têtes, parce que je pense pas que Will Smith va jamais devenir un monstre. Ça va jamais devenir le Malkin de Crosby. Là, mais, peu importe. Il y a plein de comparaisons qu'on pourrait faire. Là. Mais je pense juste que c'est un joueur qui va être sur un deuxième trio puis qui n'aura pas à pousser pour être plus haut parce qu'il y aura des gars qui vont être sur le Ouais. top. Est-ce que ça va être Musty, Eklund, puis là, je mets aux ailes de Celebrity. Mais Will Smith, c'est intéressant. C'est pas un grand joueur, mais c'est un joueur avec énormément de talent. Bon, il est 6 pieds, mais il est frêle. Ouais. Mais c'est ça, je voulais en parler parce que je suis content que là, on voit une ascension. Puis maudit que ça doit être intéressant d'être fan pour des Sharks en ce moment parce que eux, là, ils en ont des beaux rookies qui s'en viennent. Là. Ouais, puis Will Smith, écoute, en ce moment, il montre quand même aussi un gros tu sais, drapeau vert. Là. Tu sais, quand on parle d'amélioration à une saison, puis quelqu'un qui est capable de s'adapter au jeu d'une ligue, puis s'améliorer, travailler sur ce qui faisait mal au début de la saison, travailler sur sa confiance, tout ça. On en parle, tu sais, à chaque année dans notre épisode de repêchage, il y a tout le temps un des joueurs, admettons, dans le top 10, dans le top 5, que moi je dis, moi je l'ai monté à cause de justement cet aspect-là, à cause de Ouais. l'année dernière, je pense que c'était Zane Parek, l'amélioration en défensive que tu vois. Mais tu sais, quand il arrive en LNH, ou bien en HL, peu importe, ça reste un argument qui est très vrai. Tu sais, c'est pas parce que le joueur est déjà repêché que soudainement on s'en fout de l'amélioration. Quelqu'un qui est capable de autant rapidement justement travailler sur ses défauts puis ce qu'on lui reprochait au début, c'est un gros drapeau vert. Puis San Jose, tu sais, peut-être même s'ils n'ont pas leur prochain joueur de top 3, là, tu sais, de première ligne, ils ont quand même Ouais. un excellent talent dans Will Smith qui va sûrement être là si jamais ils font une poussée pour la Coupe Stanley, ce qui devrait arriver éventuellement. Sinon, écoutez, pour revenir sur un joueur qui projette un petit peu moins haut que Will Smith, le prochain Québécois que je voulais vous présenter, c'était Zachary Bolduc. Donc, les fans de Québec le connaîtront bien. Qui a fait ses débuts en LNH la saison dernière, mais c'est cette année, sa vraie première saison où il y a une chance. Encore une fois, on répète un peu les mêmes points que Maverick Bourque. Donc, c'est un joueur qui a eu beaucoup de minutes de 3 et 4e trio. Zachary Bolduc, qu'on s'est rendu compte finalement, en fait, ce que je me suis beaucoup rendu compte, là, je pense que je sais pas à quel point c'est un consensus avec tout le monde, mais ce qu'on s'est rendu compte quand il est arrivé en LNH, c'est que il est plus rugueux que ce qu'on pensait. Donc, tu sais, c'est vraiment un joueur qui, quand il était dans le junior, le niveau est un peu moins haut. Puis, tu sais, il a toujours eu un bon physique sans être un monstre de 6 pieds 7, mais il pouvait plus focuser sur justement produire, aller mettre des points. Maintenant, quand il arrive à Saint-Louis, il joue sur un 3-4e trio. Et puis, tu sais, quand il est sur le troisième trio, il est avec Jack Neighbors, un joueur qui est un petit peu le même type que lui, donc dans le sens
qui a ce flair offensif-là pour aller produire, mais qui est vraiment très, très contre qui c'est vraiment très chiant de jouer. Là. Tu sais, Jack Mhm. Neighbor, c'est quelqu'un qui peut te frapper autant qu'il peut te marquer un but. Puis Zachary Bolduc, on voit un peu ce même moule-là qui arrive. Il est un petit peu plus jeune que Maverick Book, fait qu'on pourrait le voir tu sais, justement se développer un petit peu. Ça ne me surprendrait pas de le voir plus devenir un middle six qu'un bottom six. Là. Je pense pas que d'ici 3-4 ans, on va encore le voir jouer sur le quatrième trio, mais sur un excellent troisième trio, justement, avec une grosse identité, comme en ce moment avec Jack Neighbors, un troisième trio qui est connu pour venir pouvoir justement te mettre des buts et te faire mal. Je le vois vraiment bien. Je pense que justement sa production va augmenter. En ce moment, il est à 15 points en 43 matchs. Il y a quand même 2 ans de moins que Maverick Book, fait qu'on peut pas nécessairement comparer exactement leur production, mais tu sais, je pense que ça projette quand même similairement ces deux joueurs-là. C'est juste que Zachary Bolduc, ce qui est certain en ce moment, c'est que ça ne sera pas un joueur de premier trio, mais admettons si tu as besoin de pas faire de sacrifice au niveau de ton offensive, mais d'ajouter un petit peu de physique sur un deuxième trio, ben écoutez, pourquoi pas, puis je pense qu'il va avoir la chance de faire ça, vu le futur des Blues, là, qui est-ce qui rentre. Non, puis regarde, même que j'ajouterais que euh, il est dans une équipe qui va espérer avoir un gars de même qui monte Ouais, et qui vient améliorer l'équipe sans faire de trade. Parce que là, on le sait, là, Holloway, c'est une réussite ouais. massive, cette signature-là. Ça vaut amplement le choix qu'ils ont donné. Là, je pourrais pas dire la même chose peut-être Broberg. pour Broberg. Là, je pense que j'ai pas vu tant que ça, mais juste Holloway, je veux dire, regarde, je l'ai dans mon pool, j'aurais jamais pensé dire ça le 23 septembre. Euh, Puis, tu sais, c'est ça, Bolduc, comme tu le dis, c'est un gars qui, là, en ce moment, il joue sur le bottom six, mais il va avoir les opportunités. Puis, je veux dire, checker Jack Neighbors avec comme 25 buts l'année passée, encore une très bonne saison cette année. Il y a des équipes de même que des fois, tu sais, les carrières changent à cause du contexte. Puis, Bolduc a le contexte parfait pour avoir une carrière beaucoup plus, euh, comment dire, prolifique que ce qu'il y avait. Bon, là, on pourrait demander à Camille de sur la bande et elle, je pense que depuis le début, elle dirait qu'il a sa place sur un top C'est le 6. futur Puis il y aurait premier centre des Blues. non, mais regarde. Tout le monde a des analyses, puis peut-être qu'elle aurait raison au long terme. Tu sais. Euh, bon, moi, je veux parler d'un gars qui a été repêché quand même très haut euh, et qui a été longtemps douté. Là, puis je pense que encore aujourd'hui, il est douté. Puis c'est Marco Casper, parce que huitième overall en 2022. On s'entend qu'il y en avait d'autres derrière qui étaient quand même de haut niveau, là, puis que Détroit, bon, là, c'est sûr que, bon, c'est en 2022, mais en 2023, d'aller chercher Nate Danielson, puis en 2024, d'aller chercher Branson Nygaard, ce qui sont comme trois gars qui jouent pas mal peut-être la même position, le même style de jeu. Ouais, le même rôle. Mais ben, c'est ça, c'est pas mal comme ils vont tous un peu à la même chaise, tu sais. Martin Saint-Louis, il y aurait ben des mots de tête, là. Mais Casper, même s'il ne fait pas énormément de points, 19 en 48, il y en a 5 à ses 5 derniers. Mais moi, c'est surtout que ce gars-là, je pense que si tu ne le regardes pas jouer, tu ne penses pas qu'il est important à l'équipe, mais il est ultra important. Puis juste le match contre le Canadien, vous avez sûrement pu le voir, à quel point il crée de l'espace pour les autres. Puis quand je dis créer de l'espace, c'est pas parce que il frappe tout le monde puis le chemin se libère. Non, c'est parce que le fait qu'il frappe et qu'il est intense fait que le jeu devient ouvert. Ouais. Ses coéquipiers commencent à avoir du temps parce que là, tout d'un coup, oui, il a fait le plaquage, mais il a aussi allé chercher le défenseur. Tu sais, c'est un chercheur de tête. Puis, puis quand je dis chercheur de tête, c'est pas parce qu'il veut le frapper à la tête, c'est qu'il veut aller chercher le corps du gars, il veut aller se mettre en situation de confrontation physique. Puis c'est pas le plus grand, là. Je pense qu'il est 6 pieds aussi. Euh, mais c'est juste que sa manière de jouer, 6 pieds 1, sa manière de jouer fait que il va comme dominer physiquement, fait que ça va comme juste aider tellement le monde sur la glace avec lui et nuire au monde contre lui que c'est un plus pour son équipe. Puis moi, je pense que Casper, ça peut vraiment devenir ce joueur de deuxième trio. J'ai encore peut-être un espoir pour lui d'être premier trio, mais je pense que s'il est sur un premier trio, c'est pas un rebuild qui est concluant pour Détroit. Mais je veux dire, à part lui, Budchelnikov, Ouais. Branson Nygaard, puis Danielson, je vois pas trop qui pourrait être sur leur première ligne. Puis ils n'ont pas l'air d'être une équipe qui va repêcher top 10. Là. Donc, c'est sûr que, bon, ça, c'est une autre discussion, mais le rebuild de Détroit, ça va peut-être
fall short, comme on dit. Là. Mais bon, Marco Casper, j'aime bien son début de carrière NHL. Bon, ben écoute, moi pour le dernier joueur que je vais parler, s'il y a des fans de LHMQ, si je vous dis minute de pénalité, à qui est-ce que vous pensez là? Je pense pas qu'il est super difficile à deviner. Quel espoir de la LHMQ qui dispute sa première saison en LNH a réussi à accumuler 52 minutes de pénalité en 44 matchs et qui a réussi à se faire suspendre dans sa première saison? Hein? Si vous avez deviné Zachary Lheureux, vous l'avez. Lui, justement, encore une fois, comme les deux autres plus hauts, a des minutes de quatrième trio, de troisième trio parfois, mais c'est surtout sur le quatrième. C'est juste que Zachary Lheureux, je pense que même quand ils sont allés le chercher, quand tu regardes sa production en junior, oui, elle était correcte, mais elle n'était pas incroyable. C'est vraiment l'aspect robustesse, à quel point il était chiant. C'est pour ça que tu vas le chercher. Puis je pense que la façon dont il performe cette saison, 13 points, 44 matchs, les mêmes numéros que Bolduc presque. Je pense que Nashville est quand même ravi du développement. Zachary Lheureux, ce qu'il va falloir faire attention justement, c'est à quel point est-ce que tu peux jouer sale. Il va falloir qu'il apprenne à être comme un marchand, dans le sens marchand, vous regardez combien de matchs est-ce qu'il rate de suspension par année, puis à travers sa carrière, là, c'est pas beaucoup. Pourtant, tout le monde l'haït, mais c'est pas un Matt Ramp qui va se faire suspendre tous les matchs. Donc, il y a une différence entre justement jouer rough puis déranger versus être stupide pour pas lancer de flèche, là, mais il faut quand même que tu prennes des bonnes décisions, même quand tu es un joueur qui est là pour déranger l'autre équipe. Puis c'est ça, en ce moment, le Zachary Lheureux, il a les skills. En junior, il a toujours réussi à amener l'aspect physique en ne diminuant pas sa production. Ça n'a jamais été le meilleur producteur de toute la LHMQ, mais il a toujours eu ce côté-là, ce petit flair pour marquer des points. Puis en ce moment, on le voit quand même. 13 points en 44 matchs. C'est très correct pour une première saison en LNH. Fait que, tu sais, maintenant, ça va devenir comment est-ce que tu adaptes ton jeu justement pour garder ça en LNH. C'est un joueur qui est très, très dérangeant devant le filet. Puis c'est un des meilleurs joueurs. Tu sais, tantôt, je parlais du temps en zone offensive de Mavrikbourg. Ben, Zachary Lheureux est encore plus haut en pourcentage dans ces stats-là que Mavrikbourg. C'est un joueur qui passe quasiment 50% de son temps en zone offensive. Donc, quand tu as quelqu'un qui peut déranger comme ça, qui est capable de se créer de l'espace devant le filet, 50% presque de ses tirs viennent de droit devant le filet, là, vraiment l'enclave juste devant le gardien de but, puis qui est capable de rester autant longtemps en zone offensive, ben, je pense qu'on a vraiment le joueur de troisième trio, la peste de rêve là, pour n'importe quelle équipe. Puis je pense que c'est quand même de l'excellente valeur pour je pense que c'était autour de 25-26 que Nashville était allé le chercher à son repêchage. Là, je pense qu'il se développe exactement comme Nashville pensait qu'il allait se repêcher, puis ça va finir par être un autre bon choix de Nashville qui vient remplir exactement le rôle pour lequel ils sont allés le chercher. Maintenant, c'est ça. Comme j'ai dit, le seul challenge qu'il va avoir, c'est attention suspension, attention à ne pas devenir un joueur qui fait juste prendre des décisions stupides, qui met son équipe dans le trouble, puis qui n'est pas là pour la moitié de la saison. À voir, mais moi je pense que avec le travail qu'on l'avait vu faire juste dans sa carrière junior pour justement enlever un peu ces décisions stupides-là, ça devrait arriver aussi en LNH, là, juste cette saison, depuis la suspension. Il fait plus attention. Puis même là, la suspension, c'était pas comme un acte horrible, impardonnable. C'était juste, en tout cas, dans le show du moment, ça va arriver. Zachary Lheureux, à travers sa carrière, va prendre des mauvaises décisions. Ça, c'était un acquis, même quand Nashville sont allés le repêcher. Là. Moi, puis ben, je pourrais dire à la blague que comment dire, dans cet aspect-là du jeu, d'être mis à l'écart, il l'a bien transposé à la Ligue nationale. Je pense que c'est un des joueurs avec le plus de suspension dans la Ligue junior majeure, là, si je ne Ouais. me trompe pas. Peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que c'est un des Peut-être les joueurs, plus en tout cas, longs. Là. ben, peut-être les plus longues en termes de match, mais en tout cas, dans les dernières années, il a été suspendu énormément. Même, il frappait les fans. Là, fait que vraiment un joueur des années 40. Puis pour mon dernier, ben, c'est le joueur du Canadien que vous avez tant attendu, mais c'est Emil Heinemann, qui fait très mal comment je pourrais dire ça? Sa perte fait très mal maintenant. Je pense qu'au début, le Canadien était capable de remplacer et de trouver une manière de faire que les joueurs plus importants jouent plus et d'enlever son temps de jeu. Mais bon, 17 points en 41 matchs, 10 buts. Il n'a pas joué depuis le 10 janvier. Ça devrait être pas mal là qu'il commence à revenir au jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je veux dire, pas mal tout le monde l'a vu, mais tu sais, Ouais. est-ce que je dois dire que je suis surpris énormément? Parce que, tu sais, on l'a regardé 2 ans, nous, à Rocket, en tout cas 1 an et demi, là. Et
pas qu'on voyait un peu du Ilonen en termes de comme adaptabilité, mais un peu. Il avait vraiment rentré fort à la fin de la saison 2021-2022, je pense. Euh, Ouais, je pense que oui. mais il avait fait comme 7 buts en 11 matchs. Mhm. Et là, on s'attendait à une saison incroyable en termes de performance statistique. Et finalement, ça n'avait pas été incroyable. Mais en fait, c'est juste que c'est un joueur qui il est quasiment meilleur dans la Ligue nationale parce qu'il suit le système. Il est très intelligent. Euh, comme j'ai dit pour Casper, c'est un gars qui frappe, qui a pas peur de prendre de l'avantage physique. Il patine bien. Un des points que j'aime beaucoup de lui et qu'on a très peu dans le Canadien, c'est juste de patiner, rentrer dans la zone et tirer. Puis pas Mhm. avoir peur de tirer, puis avoir un tir puissant. Et ça, c'est quelque chose qui est une très bonne force et qui va pouvoir jouer sur le deuxième power play pas mal tout le long de sa carrière à Montréal. En tout cas, j'imagine là, du côté de son one-timer. Donc, ouais, je finis avec Hanneman, on le connaît plus, mais je pense juste que c'est à noter que c'est le genre de joueur de même qu'on veut que Joshua Roy devienne. Je suis pas Ouais. en train de dire que le style de jeu, mais je parle plus en termes d'importance puis de rôle qu'il prend. C'est le genre de truc qu'on veut que Joshua Roy devienne. Est-ce qu'un Davidson va être ça? Est-ce qu'un Vincent Schroeder va être ça? Mais tu sais, à un moment donné, quand on parle de jeunes qu'il faut qu'ils montent puis qu'ils commencent à prendre un rôle important, Heinemann, ben là, cette année, il l'a complètement prouvé. Et lui, il est RFA, donc agent libre avec restriction à la fin de la saison. Et je pense qu'il va mériter au-dessus d'1 million là, facilement. Ouais. Ça va être sûrement un contre-pont là, pour ce genre de Ouais. joueur. Mais bon, bien content pour Émile, dont son père, on l'a croisé une couple de fois. Ouais. Là. Il était Il assez, était tout le assez temps à facile Laval. à, assez facile à reconnaître, un blond avec un chandail de Lexen. Ouais, Donc, tout signé par les joueurs, là. ouais. Mais ouais, écoute, moi je pense que vraiment la grosse différence entre ce qui a vraiment différencié Heinemann puis Ilonen, c'est que tu sais, les deux à Laval en tant que tel n'ont pas eu de saison incroyable où ils ont explosé la ligue puis ils étaient le meilleur pointeur du Rocket, même si Heinemann nous a vraiment fait rêver à la fin en fait, quand les 10 matchs où il est venu dans la fin de sa première saison, là, justement. Mais quand même, quand tu les voyais en 2022-2023, je pense, en tout cas la saison complète que Heinemann a joué, si tu compares ça, admettons, à la meilleure saison de Ilonen au Rocket, c'est vraiment juste que Ilonen, admettons, même s'il faisait tout ce qu'il faisait bien à Laval, puis tu l'avais mis dans le Canadien, ça n'aurait pas nécessairement été le joueur le plus pratique. Il y avait tout le temps quelque chose de plus à améliorer pour être vraiment utile à l'équipe. Donc, tu sais, oui, il était bon sur le power play, il avait un super bon tir, mais on voulait quand même qu'il développe un petit peu plus son jeu physique pour justement pouvoir remplir un rôle de bottom six en LNH, tandis que Heinemann, bon, c'est sûr qu'à sa saison à Laval, on aurait dit, OK, on aurait voulu qu'il produise un tout un petit peu plus, mais quand même, c'était un des joueurs les plus complets du Rocket, puis il n'y avait pas justement de gros trous dans son jeu qui aurait fait en sorte que c'était inquiétant pour monter à Montréal. C'était juste justement à quel point est-ce qu'il serait efficace du côté offensif chez le Canadien, parce que le physique, on l'avait déjà vu que ça serait bien. Puis là, finalement, offensivement, est-ce qu'il est dans la discussion pour le Calder? Non, mais est-ce qu'il surperforme ce que beaucoup de personnes attendaient? Oui, mais tu sais, quand tu as vu son tir à Laval, quand tu as vu ses fondamentaux, quand tu as vu comment est-ce qu'il marque ses points, Heinemann, c'est pas un flip measure qui amène la puck sur le Non. côté puis qui essaie de l'avancer. Là. Tu sais, c'est vraiment un gars, comme tu dis, des jeux simples. Il amène la puck au filet. Il est capable de Ouais, cut à l'intérieur sans être tu sais, un McDavid. Il rentre dans la zone. Il arrive à puis comme amener tu la puck au dis, filet. le B-game, il a trouvé une manière d'être utile, pas juste, contrairement à Ilonen, que c'était son tir, sa Ouais. rapidité, qu'il a juste jamais été capable de transposer. C'est amener quelque chose qui te rend utile à ton équipe malgré ta production parce que c'est pas, tu peux pas t'attendre à produire comme dans tes juniors ou dans ta ligue en Europe. Là. Puis c'est pour ça que moi, tantôt, j'ai glissé son nom, là, mais Vincent Schroeder, attendez-vous à ce qu'il surprenne énormément l'année prochaine au camp. Puis je le dis maintenant parce que je veux être le premier sur les médias du Canadien de Montréal. Non, mais sincèrement, c'est le genre de joueur qui arrive et qui devient utile sans marquer de points. Puis Heinemann, ben, ça tombe bien, il marque. Mais tu sais, c'est plusieurs choses qui. Ouais. On en a passé plusieurs des rookies, là, mais Cutter Gauthier, moi, là, quand je l'ai regardé contre Anaheim, il était super décevant selon moi. Puis j'ai regardé deux autres games de lui cette saison. À chaque fois, décevant, on le voit pas. Connor Geeky, un peu mieux, mais même là, encore une fois, je trouve qu'on le voit pas tant. On les voit.
sais, puis ils sont là, puis ils sont dans des opportunités de ce niveau-là parce que c'est des choix au repêchage ou qui ont coûté cher à acquérir. Euh, mais c'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est des joueurs qui trouvent une manière d'être utiles à leur équipe, puis c'est ça qui font qu'ils restent dans la Ligue nationale, puis c'est ça qui fait qu'il y a des gars comme Lou Glendening qui joue comme presque Mhm. 1000 matchs dans la Ligue nationale ou plus que 1000 matchs. Donc, Simon. Cement, tu sais, Ouais. il y a des gars de même que c'est ça, ils sont juste utiles parce qu'ils amènent un aspect complètement différent et qui est juste, comment dire, qui est rare dans la Ligue nationale, là, tu sais, puis je fais juste une mini parenthèse avant de switcher à notre prochain sujet, mais il y a des gens qui me disent Evans, là, pour un first, là, ça n'a même pas rapport, personne ne va jamais offrir ça. C'est parce qu'attends, là, Evans ne fait pas juste des points. Oui, cette saison, il en a fait là, des points, puis là, bon, ça s'est calmé, mais c'est qu'il y a des joueurs qui, justement, lui, c'est un spécialiste des avantages numériques. C'est peut-être le meilleur joueur dans la ligue. Donc, tu sais, je fais juste C'est dire là, dit, au c'est le monde, meilleur tu sais, joueur dans la ligue. c'est le meilleur joueur dans la ligue. Point, on Un des arrête là. meilleurs spécialistes de Jake piqué dans la Evans, ligue. moi, Jake Evans, je ne l'échange pas contre Axel Sandin Pelika. Est-ce que tu l'échangerais contre Atanen? Écoutez, je pense Non, que non, 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 hey. ça doit être une des meilleures transitions qu'on a fait. Ouais. Non, mais justement, tu sais, prenons un des meilleurs joueurs dans la ligue et comparons-le à un autre. Parlons d'un autre des meilleurs joueurs dans la ligue. Euh, on va répondre à la question qu'on a dit au début. Écoutez, je veux juste commencer aussi le segment en disant que, comme chaque année, en fait, c'est chaque année, je pense que les 2 dernières années, on l'a fait. Après la date limite des échanges, on va faire un épisode où on parle de c'est qui les équipes les plus améliorées, ceux qui ont un peu raté le coup, comme l'année dernière. Donc, tu sais, on va rentrer en détail. Plus en détail sur toutes les transactions. Mais là, on a eu 2 grosses transactions dans les semaines qui viennent de finir. Puis il fallait qu'au moins, on ajoute une petite grain de sel au début avant d'aller dans des analyses plus profondes dans quelques semaines en mars. Mais vous l'aurez deviné du titre, vous l'aurez deviné de la question au début. La première échange dont on va parler, ça va être Rantanen. Donc, la Caroline qui a reçu Mikko Rantanen et Taylor Hall, grâce à l'aide de Chicago en rétention de salaire. Et puis, Colorado qui en retour reçoit Martin Necas, Jack Drury, un second round de 2025 et un quatrième round de 2026. Donc, c'est un échange qui a été énorme. Pour la Caroline, moi, c'est vraiment le type d'échange qui me fait me gratter la tête et puis qui me fait me demander qu'est-ce qui se passe derrière behind the scenes. Comment est-ce que la négociation s'est passée avec Martin Necas? Moi, ça me donne un peu le vibe pour dire ça comme ça, que la Caroline, quand ils ont signé Martin Necas, ils n'étaient pas super optimistes de le garder après. Fait qu'ils ont toujours, sans vouloir l'échanger. Ils n'ont pas reçu l'offre qu'ils voulaient cet été. Fait qu'ils ont décidé de le re-signer court terme, lui donner ce qu'ils voulaient, mais en sachant qu'à un moment donné, ce gars-là s'en irait, soit si c'était à la fin de son contrat ou bien avant. Tu sais, idéalement, tu veux avoir un retour pour. Puis que là, tu sais, ils ont eu l'opportunité d'avoir Rantanen à Colorado, puis c'est le type de move qui est marqué, tu sais, Caroline all over it, là. Tu sais, c'est le type de move qu'ils font à chaque année, sauf que, tu sais, on voit d'année en année, ça s'améliore. Là. Tu sais, déjà l'année dernière, quand ils ont amené Gonzol et Kuznetsov, tu sais, c'est déjà des bons ajouts. Mais là, Rantanen, tu parles d'un des meilleurs alliés de la ligue. Maintenant, est-ce que c'est un move qui est tu sais, sûr à 100%, qui est assuré de marcher? Absolument pas. Rantanen, depuis le début de sa carrière, joue avec les énormes noms de Colorado, a vraiment appris à jouer dans leur système. Et puis en ce moment, tu sais, c'est normal qu'il y ait une courbe d'adaptation. 2 points en 4 matchs versus les 5 points en 5 matchs de Netchess. C'est pas idéal, mais bon, faut pas, on va pas juger tout un échange basé sur 4 matchs, mais je dis que justement, c'est pas parce qu'un joueur est capable de marquer 100 points dans une équipe qu'il va être capable de marquer 100 dans une autre équipe. Et puis écoute, il y a tellement de components là-dedans, mais tu sais, moi je voulais vraiment m'intéresser à la raison derrière, puis je pense que c'est ça. Caroline ont senti que Netchess, il était dans une saison incroyable, fait que sa valeur est au top de ce qu'elle va être. Ils Mhm. sentaient que ce gars-là s'en allait. Colorado voulait pas payer pour garder Rantanen. Netchess, ça leur donne un petit peu plus de temps pour regarder ce qu'ils veulent faire, en justement ne baissant pas trop de qualité leur top 6. Et en plus, je trouve que Jack Drury, c'est un beau petit bonus parce que moi, depuis que je regarde Colorado, en fait, depuis le début de la saison, quand je regarde le line-up de Colorado, il y a tout le temps deux, trois gars que je suis comme, OK, c'est qui ça? Fait que, tu sais, il y en a que je connaissais parce qu'on a été chanceux, tu sais, on suivait la LHMQ. Fait que Ivan, il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient pas. Nous, ils jouaient à la LHMQ. Fait que je savais c'est qui, mais
tout ça pour dire que leur bottom 6 avait des énormes trous dedans. Puis le Jack Drury, est-ce que c'est la solution qui va faire en sorte que le bottom 6 de Colorado est rendu un des meilleurs dans la ligue? Non, mais je trouve que c'est un beau petit bonus avoir un petit joueur jeune qui vient bien complimenter un bottom 6 pour Colorado, là. Comme un petit ajout de plus, en plus des draft picks puis de Martin Necas qui est sans aucun doute la pièce principale de l'échange pour eux, là. Ben, encore une fois, je trouve que l'Avalanche, c'est comme si, bon, il y a eu une réaction étrange de McKinnon puis du coach, mais, tu sais, avec le cap qui augmente, il y a Ouais. raison de se dire, est-ce que il n'y a pas quelque chose qui se trame que Rantanen revient? Je me rappelle de regarder au début de la saison, là, l'analyse contractuelle un peu de cette équipe-là, puis j'étais comme, aïe, aïe, ils sont vraiment coincés parce qu'ils ont McCarr l'année prochaine à signer. Ouais. Ils ont Rantanen. Bon, ils avaient Rantanen à signer. Ils n'avaient pas de goaler qui était capable d'arrêter une puck. Là, ils ont Blackwood, ils l'ont signé à 5 millions le plus vite possible. Ouais. Euh, donc, il y avait ce côté-là, tu sais, qui rendait justement, qui fait que le hockey, la NHL est une ligue que je trouve qui est plus divertissante que la NBA ou la MLB ou la NFL même. Mais, parce qu'à cause de la parité, là, bien sûr. Mais Rantanen, ça fait longtemps que le monde disait il est très bon, mais c'est pas un play driver, c'est un joueur qui Ouais. dépend énormément de McKinnon, qui dépend énormément de ses coéquipiers. Puis là, on le voit un peu à Caroline, il y a 2 points seulement en 4 matchs. Netchas, 5 points en 5 matchs, ça va super bien. Jack Drury, 2 buts en 5 matchs. Moi, Jack Drury, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de caché en lui que Mhm. Caroline n'exploitait pas. Puis là, ben encore, comme tu l'as dit, ils avaient un problème de profondeur et là, ils sont allés chercher un joueur qui va remplacer leur Rantanen qui va sûrement coûter 14 millions aux presses par un joueur qui en ce moment coûte 6,5 millions, je pense, pour cette saison et la saison prochaine et qui peut t'amener un 100 points dans une saison. En plus d'avoir justement un centre de quatrième ou troisième trio, dépendamment des blessés et du line-up. Là. Donc, en ce moment, je dois donner le edge à l'Avalanche. C'est sûr que là, bon, juste, je pense, c'est 3-4 jours après le trade qu'on a comme su que le market cap allait augmenter de 30 millions dans les 3 prochaines années. Donc ça va faire quelques gagnants en Rantanen qui va sûrement aller aux agents libres, selon moi. Là. Peut-être retourner à Je pense Colorado, comme tu disais. Ça peut-être, serait ouais. le. En tout cas, il n'y a aucune rumeur qui dit ça. Rien ne Non, non, sait. il n'y On a ne sait rien, il pas n'y a qu'est-ce qui rien. va se passer, mais imaginez, ça serait comme le plus gros move de 1000 IQ qu'on aurait vu dans les. Tu vas chercher Netches qui est à son année peak de sa carrière, puis à l'été, tu vas récupérer le joueur que tu as Tu échangé vas- pour Netches que tu sais C'est pas déjà qui n'importe marche quel bien. joueur, là. Ouais. C'est pas comme si tu échangeais Armia puis tu vas le rechercher Non, c'est ça. free agent, là. Puis, tu sais, en, en- en- ça me fait juste penser au trade de Granlund, là. Je fais juste une mini parenthèse que je vois des gens dire San Jose pourrait aller re-signer Granlund. Moi, je pense que Granlund ne re-signe pas à San Jose, Non. là. Je pense que même s'il voit la jeunesse s'en vient, le gars, il a 32 ans, là. Il va pas vouloir faire du bénévolat, mais en même temps, il y a des Toffoli qui ont fait ça. Ben Euh, aussi, ben donc, je trouve que c'est tout le temps un peu une pensée idéaliste, là. Je me souviens que, tu sais, on avait eu les mêmes discussions quand on avait échangé Monahan Monahan. à Winnipeg. Ça aurait été tellement le fun pour les Canadiens de pouvoir re-signer Monahan. Puis Mais imaginez c'était le plus. rééchanger Ouais. pour 2 fois plus de retour. Mais, tu sais, c'est que réalistiquement, souvent les gars, dépendamment de l'équipe, là, il y a des équipes qui sont un peu plus toxiques avec leurs joueurs pour dire ça comme ça. Là. Mais tu sais, quand tu as une équipe où il y a l'air d'avoir de la bonne cohésion puis de la bonne communication entre le directeur général et les joueurs. Souvent, quand le joueur est échangé, c'est que les deux se sont mis d'accord. C'est comme un Jack Allen, un Monahan, c'est que les deux se sont mis d'accord que c'était rendu la prochaine étape. C'est pas pour revenir en arrière dans 6 mois, là. Non, Rantanen, je puis sais pas. je pense que c'était plus plausible pour Monahan. Il y avait plus un cas de dire il va revenir. Il avait Ouais. signé très peu avec à un très bas salaire avec le Canadien pour 1 an. Tu sais, il y avait quelque chose qui sentait plus réaliste de dire Monahan va revenir que Granlund. Puis même Rantanen, à la limite, je devrais dire ça parce que Rantanen, je trouve que ça serait juste comme un peu un move dans le genre de move qu'on voit dans la NBA, genre, puis je suis pas dans Ouais. la NBA, mais tu sais, juste de comme des joueurs qui décident où est-ce qu'ils vont, puis qui, tu sais, ça serait juste un peu manquer de respect, manquer de professionnalisme, je pense, de faire payer une équipe comme les Canes quand même cher Ouais. pour au final faire comme, alright, tu sais, je pense pas qu'ils vont signer avec les Canes, là, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas eu de first dans le trade, parce que je pense que si Ouais. Rantanen avait plusieurs années, il y aurait clairement, là,
un first à quelque part. Là. Je veux dire, Keynes ont échangé pour Jake Gensel et Mikko Rantanen, puis ils n'ont même pas eu à trader un Ouais. first, un Nikishin, un Scott Morrow. Ils n'ont même pas eu à échanger leur top prospect pour aller Mais, chercher ces deux rentals-là. Mais comme je l'ai dit, c'est des rentals, puis à un moment donné, des ouais. rentals, ben, ça part. Ça part à la fin de la saison. Ben, c'est ça. Écoute, on verra aussi. Ça va dépendre. Tu sais, plus le temps avance, plus on a des infos de behind the scenes qui sont révélées. Puis peut-être que dans 5 ans, en regardant en arrière, si Rantanen ne s'adapte pas au jeu en Caroline, Caroline finit par sortir des playoffs en deuxième ronde, comme on voit quasiment à chaque année, là, peut-être qu'on va dire, hey, coudonc qui aurait dû échanger Netchis quand il était RFA en été, commencer un peu un retool, aller chercher d'autres jeunes pour complimenter leur autres jeunes. Mais si la Caroline réussit à tout faire cliquer, ils vont faire d'autres additions. Ce que leur DG a dit qu'il ne serait pas fermé à faire d'ici quand les échanges ferment. Ben, peut-être qu'on va faire un peu comme justement pour rester sur le basket. Là. Kawhi Leonard, quand il était venu avec les Raptors, au début, tu dis, oh, tu donnes des grosses pièces. Mais finalement, si tu finis avec un trophée dans tes mains, personne peut rien dire. Donc, on verra. Mais écoute, aussi, parlons du deuxième gros échange. On a parlé un petit peu de Grenlund. Puis là, parlons tu sais, du dernier comme gros échange qu'on a raté avec notre épisode de la semaine dernière qui était annulé. Mais je pense que ça s'est passé entre l'épisode. Je pense que c'est passé cette fin de Ça s'est semaine. passé C'est ça, récemment. ça Ouais. fait genre il y a 3 jours, 3-4 jours. Mais c'est l'échange qu'a envoyé JT Miller aux Rangers. Donc, je vous donne l'échange au complet. Les Vancouver ont eu Shitil, Mancini et un first round pick qui est protégé pour les 13 premiers choix. Et puis en échange, New York ont eu JT Miller, Eric Brandstom et Dorrington. Donc, on s'entend que la grosse pièce dans l'échange, c'est vraiment Dorrington. Là. Ça va Ouais, vraiment être un game changer pour ouais. New York. Non, mais JT Miller, surtout en sachant que le cap hit va être beaucoup plus. En fait, l'espace salarial va être beaucoup plus gros dans la ligue pour les prochaines années. Je trouve que c'est vraiment pas cher payé pour un joueur qui a mis 103 points la saison dernière. Est-ce que JT Miller, c'est un gars qui va mettre 100 points chaque saison pour le restant de sa carrière? Non, mais je pense que c'est un gars qui est dans la bonne position. Tu sais, c'est difficile de dire ça après tout le drama qu'il y a eu à Vancouver, mais quand il est mis dans la bonne position, c'est vraiment un leader pour une équipe puis un joueur qui produit beaucoup. Là, tu sais, je ne serais pas surpris de le voir encore avoir des saisons de 80-90 points. Euh, j'ai beaucoup de monde expliquer le faible retour par justement le contrat de JT Miller qui est long à 8 millions, mais tu sais, il est signé 8 millions jusqu'à temps qu'il ait 37 ans. C'est pas le contrat le plus horrible de la ligue, à mon avis, surtout s'ils le font jouer sur. Tu sais, il va sûrement jouer sur les deux premières lignes pour le reste de ce contrat-là. Puis s'il performe comme il performait à Vancouver, je pense pas qu'il y a de problème à payer un joueur comme ça 8 millions, Mm. surtout si en plus il t'amène du leadership un peu pour remplir le trou que Jacob Trouba a potentiellement laissé là, quand ils ont échangé leur capitaine. Fait que je pense que c'est juste que New York sont allés chercher un gars aussi qui connaissait déjà. Là. En tout cas, cette trade-là, on dirait qu'elle était faite pour arriver pour New York. Mais ils ont profité du timing, ils ont profité d'un problème chez Vancouver qui a eu une haute attention médiatique, qui a fait baisser beaucoup le prix de deux de leurs joueurs. Puis je pense qu'à la fin de la journée, Vancouver ne devait pas avoir 10 000 offres avec. Je pense pas qu'il aurait pu avoir un temps plus gros retour que ça. Puis entre échanger JT Miller puis échanger Elias Peterson, je pense qu'ils ont fait quand même le bon choix. Puis maintenant, ils peuvent dire à Elias Peterson, OK, JT Miller est parti, maintenant on te fait confiance, remonte ton niveau de jeu, puis réévaluer la situation d'ici, ben en fait pas d'ici la fin de la saison, à la fin de la saison, selon qu'est-ce qui se passe avec l'équipe, puis qu'est-ce qui se passe avec Elias, qui est encore là-bas. Ouais, mais moi, c'est sûr que tu échanges le joueur de comme 32 ans qui peut faire 100 points pour essayer de garder ta star de 25 ans, mais qui ne produit pas depuis un an. Puis je pense que Ouais. moi, je t'avais de le tasser de mon pool, là, je le dis maintenant. Fait que si tu le veux, prends-le, mais je te jure, je commence à être épuisé. Puis j'imagine même pas comment Patrick Alvin puis Rick Tocchet sont. Je veux dire, quand tu vois un gars avec ce talent-là, tu sais, moi, c'est mon pool, là, on s'en fout, là, mais je veux dire, Ouais, ouais, quand ça c'est ton change tout, là. joueur, ça change tout, je le sais. Puis des fois, j'écris les joueurs, je suis comme maudit. Fais juste un bloc de plus en troisième, puis je C'est gagne pour la ça que t'as semaine. autant de joueurs dans tes DM qui t'envoient chier. Exact, c'est pour ça. Une très bonne relation avec les joueurs. Non, mais euh, tu sais, c'est comme tu comprends le trade, mais en même temps, tu te dis maudit, tu sais. Je veux dire, Peterson, il produit pas, puis ça fait longtemps là, qu'il produit Ouais. pas, puis ça fait longtemps que. Puis
c'est peut-être le joueur qui a plus de vouloir que Miller, parce que Miller, je pense qu'on pourrait faire un highlight de 30 minutes de lui qui se laisse aller les pattes puis que l'autre équipe marque. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose qui te fait comme. Vancouver, me semble, l'année passée, c'était comme une des top teams de la ligue. Puis là, tout d'un coup, cette année, ils sont de retour à être une équipe de milieu de peloton, puis de milieu, tu sais, de milieu, là. Il y a comme pas plus milieu qu'eux. Ils sont revenus à voilà 2 ans. Tout le monde disait qu'il était supposé être bon. Ils étaient pas super bons. Ils étaient quand même assez pourris pour leur standard. L'année dernière, tout le monde disait hey, cette équipe-là, c'est n'importe quoi. Ils ont surperformé. Ils étaient un des favoris en arrivant dans les playoffs. Là, cette saison, ils sont comme hey, tout le monde dit qu'ils sont chauds d'une des meilleures saisons. Ils vont exploser la ligue. Ils arrivent puis ils redeviennent à ce qui était il y a 2 ans. Je comprends pas cette équipe-là. Peu importe l'entraîneur, on dirait que c'est un peu comme Toronto. Ils ont comme un pattern qui sont obligés de continuer. Bon, ben c'est ça, fait que c'est comme, en tout cas, si je suis eux, là, moi je pense que c'est un retool ou carrément une reconstruction, mais je pense que tu peux pas quand t'as Quinn Hughes. Là. Puis t'as Ronek, puis tu sais, t'as des bons atouts. Cheetil, man. Philippe Hittil, ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Moi, je pense que c'est le plus gros move. Après, c'est un autre trade, mais le first qu'ils ont reçu des Rangers, ils sont allés chercher Marcus Peterson, qui était sûrement le meilleur défenseur sur le marché. Puis juste pour ça, je pense que c'est une bonne victoire. Pas le trade en tout, mais juste ça, c'est une bonne victoire, une bonne gestion des assets de Vancouver, parce que Marcus Peterson, je l'ai dit, c'est le meilleur défenseur sur le bloc. Et ben, ça va faire que les autres équipes vont commencer à payer cher pour des défenseurs. Puis de ce que je comprenais de Elliot Friedman qui disait dans son podcast, que les choix de première ronde cette année vont partir quand même assez facilement. Donc, que là, ça serait peut-être. Tu sais, on s'entend que Marcus Peterson, je pense qu'il y a 2 ans, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu être échangé pour un first. Ce qui fait de ça que faut suivre la ligue parce que c'est entertainant. Mais c'est dans le sens que là, ils ont comme un peu enlevé, tu sais, comme un peu l'année passée, quand le Canadien a échangé Monahan, c'était comme le meilleur centre. Fait que là, après, Adam Henry, qui était la meilleure option pour les Oilers, qui a quand même coûté cher à acquérir. Donc, tu sais, ils sont comme venus un peu enlever, tu sais, d'avance des atouts qui pouvaient être utiles pour d'autres équipes. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme gestion. Puis bon, Miller, ben, ça va déjà bien à New York, là, puis ils sont sur la pente remontante. Donc, mais tu sais, je veux dire, en ce moment, il y a comme eu, c'est quoi? Il y a eu comme le trade de Miller, il y a eu le trade de Rantanen, puis là, il y a eu le trade de Luka Doncic. C'est comme des trades immenses qui se font au milieu de la saison. Puis je veux dire, on parle pas de basketball ici, mais tu sais, c'est comme, on dirait quasiment que même Vogue Magazine a fait un article sur le trade de Luka Doncic tellement que c'était gros. J'ai hâte de voir Doncic jouer dans l'uniforme des Kings. Là. Ça va être vraiment Kings, super cool. Il devrait le switcher. Il envoie Andy Kopitar au basket puis Luka Doncic au hockey. Là. Mais c'est cool de voir les deux. Dano Fiala Doncic. C'est ça. Puis tu changes le but, tu le fais en panier. Puis là, tu mets Dustin Wolf devant ça, puis là, il va gagner le Calder, man. C'est fini. Sixth Player of the Year. Bon, ben écoutez, je pense que c'est pas mal ça sur cette semaine. Vous direz si vous voulez qu'on parte un podcast les mercredis, mais juste des jokes de basketball. Juste des jokes de Slovéniens. C'est ça, juste des jokes de Slovéniens en slovénien. Parce que Jules, il connaît bien ça. À LA. Moi, je connais pas ça. Moi, je connais juste le slovaque. À LA. Si on peut faire un podcast le mercredi à LA, j'ai rien contre. Mais bon, on a triché un tout petit peu cette semaine. On avait dit qu'on retombait aux épisodes de 30 minutes, mais vu qu'on a sauté la semaine prochaine, on vous fait un double. La semaine passée. Bon, on verra qu'est-ce qui se passe la semaine passée. Hein? Ouais, c'est ça, la semaine prochaine, on saute pas. OK, donc Renaud s'est trompé dans ses mots. Sur ce, bonne soirée, bonne game à 10h30 pour ceux qui se couchent pas tôt ou qui n'ont pas à se lever tôt, comme moi. Donc, je vais regarder ce match-là. Désolé, Renaud, je sais pas ce que tu as demain, mais moi, je le regarde. Moi, je vais aller monter mon meuble Ikea. Hey, c'est excitant comme fin de podcast. C'est super nice. All right. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao.